Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Je voudrais commencer cette vidéo par saluer nos nombreux abonnés. Vous avez bien fait de choisir Avenir Computer Repair School pour vous accompagner dans le domaine du dépannage des ordinateurs et en particulier celui du dépannage des cartes mères d'ordinateurs portables ou des cartes mères d'ordinateurs de bureau. Vous savez, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui se disent que ces cartes mères-là, lorsqu'elles sont gâtées, il faut simplement les jeter, vous voyez. Donc, parfois, certains ont cette mauvaise idée ou bien cette mauvaise conception de croire que ce sont des cartes mères qu'on ne dépanne pas, qu'on ne peut pas dépanner. On peut bien les dépanner, les amis. Ce sont des cartes mères qu'on peut bien dépanner. Il suffit de connaître le fonctionnement, de connaître comment ça marche. Et puis, vous allez dépanner. C'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement de la science. C'est de la technique. Donc, c'est une technologie qui est mise en place ici. Et il est question de comprendre. Une fois que vous avez compris les concepts, ça devient un peu plus facile pour vous de vous en sortir. Donc, j'aimerais vous encourager à continuer de suivre nos vidéos. Du début jusqu'à la fin, je vous ai dit, ne sautez pas les étapes, allez-y pas à pas, au fur et à mesure. Et vous allez découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a plein d'informations que nous mettons à l'intérieur. Je ne peux pas, lorsque je mets même un titre, souvent c'est le titre général. Mais la plupart des temps, pour ceux qui suivent la vidéo complètement, ils vont constater qu'il y a plein d'informations capitales que nous introduisons à l'intérieur. Donc, prenez le temps vraiment de suivre nos vidéos complètement sans rien sauter. Et vous allez recueillir beaucoup d'informations et ça va vraiment vous aider. Voilà. Je tiens à dire merci à nos abonnés. Merci également à tous ceux-là qui like nos vidéos. Si le contenu, vous trouvez cela intéressant, nous vous prions de vraiment liker la vidéo s'il vous plaît. Tout cela, nous prenons ça en considération. Et c'est aussi pour vous une façon de nous encourager. Donc, quand vous passez sur notre chaîne, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo lorsque le contenu vous a intéressé. Si vous avez pu tirer quelque chose à l'intérieur, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Likez les vidéos que vous avez eu à voir déjà et que vous avez pu tirer quelque chose à l'intérieur. Ça nous ferait bien plaisir, je vous assure, ça nous fait bien plaisir de voir cela. Nous allons également dire merci à tous ceux-là qui nous envoient des paroles d'encouragement, qui nous envoient des paroles de félicitations et tout cela pour le travail que nous abattons. Nous tenons à vous dire merci également en retour pour vos appréciations, pour la peine que vous preniez de pouvoir saisir quelque chose, écrire quelque chose et laisser un commentaire. Tout cela nous va tout droit au cœur. Nous tenons à vous dire merci pour cela. Je ne pourrais pas citer vraiment les noms parce que ils sont nombreux, ceux qui le font. Ils se reconnaissent. Nous vous disons merci. Et pour les autres également, nous vous encourageons à faire pareil. Cela nous va tout droit au cœur. Je vais saluer en particulier tous nos stagiaires qui ont déjà adhéré à notre programme de formation, qui se sont inscrits, qui nous ont contactés via le numéro WhatsApp et qui se sont inscrits pour suivre notre formation dans le dépannage de ces cartes mères-là. Donc, je crois, nous travaillons avec eux constamment et nous les suivons tous les jours, et nous avons des lives, en particulier il y a les week-ends. Donc nous avons des lives où nous revenons sur les points qu'ils n'ont pas compris dans les cours, et également nous partageons des expériences avec eux. Tout ce qu'ils ont eu à découvrir, ils peuvent nous poser, et puis on essaye de voir ce qu'il faut leur dire. Donc, on est ensemble tout le temps. Dans les groupes, nous sommes ensemble. Et nous partageons vraiment beaucoup d'expériences avec eux. Et ça leur permet d'avancer. Et je crois
qui ne me diront pas le contraire. Donc, ceci dit, je voudrais aujourd'hui travailler avec vous, vous parler de ce sujet concernant les cartes mères de desktop. Vous voyez, ceci est une doléance d'un stagiaire qui a bien voulu qu'on puisse essayer aussi de donner quelques informations, quelques idées aux gens concernant les cartes mères de desktop. Qu'on puisse également poster quelque chose par rapport à cela. Donc, j'ai trouvé cela bien et je me suis dit, bon, sous sa demande, vu qu'on est ensemble, je vais faire quelque chose là-dessus. C'est vrai, il se soucie aussi, il se soucie des autres qui n'ont peut-être pas encore les moyens de pouvoir payer la formation pour pouvoir approfondir. Vous savez, avec les tutoriels que nous laissons, ça vous ouvre déjà les yeux et tout, mais ça ne peut pas suffire. Vous avez besoin d'approfondir vos connaissances en vous formant. Donc, nous vous prions de tout simplement nous contacter. Donc, vous nous contactez au numéro WhatsApp que vous voyez affiché à l'écran en vert. Donc, vous nous contactez à ce numéro WhatsApp pour avoir des informations concernant la formation, le déroulement de la formation, les modalités et le programme de la formation, également les modalités de paiement et comment le paiement s'effectue, en tranche ou bien en totalité. Nous tenons déjà à vous dire que pour ceux qui payent en totalité, ils ont des réductions. Donc, lorsque vous payez en totalité, vous avez des réductions qu'on vous accorde. Pour ceux qui payent en tranche, évidemment, vous allez payer la totalité. Donc, vous allez devoir nous appeler tout simplement pour avoir d'amples informations. Sinon, nous tenons déjà à vous dire que nous avons à notre disposition, comme je l'ai dit, plus de 150 vidéos sur le sujet. Nous avons plus de 150 vidéos sur le sujet et à tout moment, lorsque nous travaillons encore également sur d'autres générations encore plus récentes qui viennent de sortir, nous ne manquons pas de poster ces vidéos à nos stagiaires. Donc, nos stagiaires sont avec nous dans le groupe et comme cela pour toujours parce que nous allons continuer de les suivre jusqu'au bout. Nous allons les suivre jusqu'au bout. Et également, nous assistons tous ceux qui ont des entreprises de vente des ordinateurs. Nous les aidons également. Ils payent également pour une assistance. Lorsqu'ils ont des cas d'ordinateur en panne, nous les assistons à distance. Mais au préalable, vous devez payer, souscrire déjà pour la formation. Vous souscrivez pour la formation et là, nous allons nous entendre comment faire pour vous aider à dépanner les cartes mères que vous recevez dans votre structure ou dans votre entreprise. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et nous allons parler aujourd'hui de la carte mère du desktop. Alors vous voyez cette carte mère du desktop, il y a plein de composants là à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, sachez que tout ça est bien organisé. C'est juste à l'apparence, je peux dire, éparpillé comme ça. On peut croire que finalement, c'est tout un désordre. On ne sait pas par où commencer, surtout lorsqu'il y a un problème sur la carte. C'est-à-dire, lorsque peut-être la carte mère ne démarre pas, alors les gens se posent des questions. Je vais commencer par où? Je vais commencer à diagnostiquer où? Vous voyez, c'est un peu ça. Et tout ça arrive juste parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais vous donner quelques pistes quand même déjà par rapport à ces cartes mères de desktop. Et je vais toujours me répéter pour approfondir. Vous nous contactez. C'est simple. Donc, voilà. Donc, déjà, je vous présente de manière, bon, en général, un peu vite fait là, les composants qu'il y a sur cette carte mère de desktop. Comme sur les cartes mères de laptop, il y a des composants, mais sachez que le démarrage sur cette carte mère, sur les cartes mères de desktop est bien différent du démarrage sur les cartes mères de laptop. C'est différent, il y a beaucoup de différences. Certes, il y a des choses qu'on retrouve parfois un peu similaires, mais sinon, il y a beaucoup de différences pour le desktop par rapport au laptop. C'est pas la même chose, c'est vraiment différent. Donc, pour les composants, je vous montre quelques composants déjà que nous avons ici sur cette carte mère.
Là, vous le connaissez déjà. Ça, c'est le processeur AMD. C'est le processeur AMD. Ça, c'est un processeur AMD. Et ce processeur-là, en réalité, il a besoin d'être alimenté. Il a besoin de plusieurs tensions. Le processeur a besoin de plusieurs tensions pour pouvoir bien fonctionner. Vous voyez un peu? Donc, sachez que le processeur est une pièce très importante sur la carte mère. Sur la carte mère du desktop et également même sur les cartes mères du laptop. C'est vraiment une pièce très importante et très capitale sur ces cartes mères là. Voilà. Donc il a besoin de beaucoup de tension pour pouvoir fonctionner le processeur. Et également, donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les tensions qui entrent dans le processeur sont très faibles. Sont très faibles parce qu'ils fonctionnent vraiment à basse tension. Je vous ai dit que ces cartes mères d'ordinateur là, la plupart du temps, n'ont pas besoin de grosses tensions pour fonctionner. Voilà pourquoi il faut une alimentation. Et même quand elles ont été alimentées, il faudrait encore diminuer la tension qui entre à l'intérieur. Déjà, concernant le processeur, il a besoin d'une tension VDD core. Ce processeur a besoin d'une tension VDD core qui est entre 0,8 volts et 1,55 volts. Ce n'est pas la seule tension dont il aura besoin. Il y aura aussi une autre tension qui va entrer là pour qu'il fonctionne correctement. Parce que ce processeur a plusieurs départements à l'intérieur. Donc là, puisque vous voyez là, elle est divisée comme ça à l'intérieur en plusieurs départements. Et ces puces ont besoin d'être alimentées. Voilà pourquoi le processeur aura besoin de plusieurs tensions d'alimentation. Il n'est pas seulement alimenté par le VDD core qui est entre 0,8 et 1,5 volts, mais il est également alimenté par la tension 1,8 volts qui vient de la RAM. Il est également alimenté par ça. Il est également alimenté par la tension VTT qui est à peu près 0,9 volts. Il est également alimenté par cette tension VTT. Il est également alimenté par la tension VLDT qui est à peu près 1,2 volts. Il est alimenté également par la tension VDDA qui est 2,5 volts. Tout cela, nous voyons cela en profondeur dans nos formations. Donc, je ne peux pas aller plus que ça. Je suis obligé de vous donner l'essentiel ici. Donc, voilà, le processeur a donc environ près de 6 tensions à peu près, qui doivent entrer ici à l'intérieur pour permettre que ce processeur soit bien fonctionnel, les amis. Vous voyez, et lorsqu'il y a un problème à un niveau, évidemment, tout va s'arrêter. C'est comme ça que vous devez comprendre. Ici, c'est une question de séquence de démarrage. Ce sont des séquences de démarrage. Ça veut dire que lorsque une étape, on a un échec, tout s'arrête. C'est simple. Et je vous rassure que tout cela se passe en termes de millisecondes. En termes de millisecondes, tout le lancement de cette tension sur la carte mère, c'est une question de millisecondes. Voilà pourquoi vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Vous voyez parfois des gens qui disent que bon, il a branché son ordinateur, son unité centrale, le ventilateur a tourné pendant 3 secondes et hop, ça s'est arrêté. Ça a tourné peut-être 2 secondes et hop, ça s'est arrêté. 2 secondes là, en réalité, c'est peut-être 25 opérations qui sont passées sur la carte, mais 25 même c'est petit. Ça peut être presque, c'est au moins dans les 100 opérations qui ont eu lieu sur cette carte mère, les amis. Et au niveau où il y a eu problème, tout s'est arrêté. Voilà pourquoi vous voyez, tout s'arrête subitement et le ventilateur s'arrête. Et puis, c'est tout. Parfois, vous êtes surpris, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça tourne et puis subitement ça s'arrête? Et plus rien du tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a des ordinateurs qui lancent un premier test, un pré-test, avant d'attendre qu'on appuie le bouton de démarrage pour démarrer réellement.
Donc ça, c'est des cas spécifiques. Il y a des cas qui existent selon le fabricant. Voilà. Mais ici, déjà, ce que vous devez comprendre, ce processeur-ci, comme je vous le dis, n'a pas besoin seulement de la tension VC-Core ou bien VDD-Core. Il n'a pas besoin de ça seulement. Parce que les gens se concentrent ici. Ils se disent, bon, s'il n'y a pas de tension ici, comment faire que la tension soit ici? Mais qui t'a dit que le problème c'est ici? Ceci, ce n'est qu'une tension dont il a besoin. Le processeur a besoin de plusieurs tensions. Je vous informe donc ici, ce processeur a besoin d'à peu près 6 tensions. Dans d'autres cas, parfois c'est 5. Mais sachez qu'il a besoin de plusieurs tensions pour pouvoir être bien fonctionnel. Et il suffit qu'à un niveau de son alimentation, il y ait un problème pour que tout s'arrête. On n'arrivera même pas à ce secteur. Parce que ça, c'est le dernier secteur ici. C'est le dernier secteur d'alimentation ici. Avant cela, il y a d'autres secteurs qui doivent alimenter ce processeur. Et il suffit qu'il y ait un problème à l'un de ces niveaux-là. C'est bon, la carte va s'arrêter. Donc ça, vous devez le comprendre. Ce sont des séquences de démarrage. Ce sont des séquences. Ça veut dire qu'il y a une étape 1, après l'étape 2, après l'étape 3, après l'étape 4, ainsi de suite. Vous devez connaître ça, les amis. Sinon, vous allez vous tromper. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Sachez que nous avons à côté du processeur, nous avons également la carte graphique. Ici, c'est la carte graphique. Bon, c'est vrai qu'elle est là. Ici, on ne la voit pas puisqu'elle est couverte par son heatsink. Avec son heatsink qui est en réalité le dissipateur thermique. C'est son dissipateur thermique ici, généralement celui qui permet que la chaleur puisse rapidement, le processeur puisse être bien refroidi du moins. Donc ça permet de libérer la chaleur qu'il y a sur, bon pas le processeur ici, la carte graphique. Donc ça permet de libérer d'une bonne manière. Voilà pourquoi nous avons généralement une pâte thermique qui est en bas, qui est là également pour faciliter la tâche pour ce système-là. Donc c'est tout un système de refroidissement. Donc les couleurs sont vraiment très importants pour ces composants-là. Ils sont très importants. Donc ici nous avons la carte graphique qui est le Not Bridge, qu'on dit en anglais encore Not Bridge. Donc si vous voyez NB, NB là c'est Not Bridge, c'est-à-dire la carte graphique. Donc par exemple lui, la carte graphique, L, la carte graphique, autant pour moi, donc L, la carte graphique a besoin de plusieurs tensions pour fonctionner. Et je voudrais même revenir il y a un peu au niveau du processeur. Permettez-moi ça. Donc, au niveau du processeur, sachez que c'est le composant ou l'élément qui consomme le plus en intensité. Pour les desktops comme ça, au niveau de ces zones de CPU core, les graphiques core, donc au niveau de cette zone-ci, sachez que l'intensité peut aller jusqu'à 110 ampères. Jusqu'à 110 ampères. Donc le processeur consomme beaucoup, énormément. Et dans les laptops, ça peut aller jusqu'à 30 ampères. Donc ça consomme énormément le processeur. Donc il est le composant qui consomme le plus sur cette carte mère. Donc là, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Et voilà pourquoi il est le dernier à se lancer. Parce qu'il consomme trop en intensité. Voilà. Maintenant, au niveau, je reviens donc sur cette carte graphique. Cette carte graphique est très importante et capitale sur cette carte mère de desktop. Alors, cette carte graphique a besoin, pour fonctionner, elle a besoin de beaucoup de niveaux d'alimentation. Elle a besoin du EVDD, qui est 3 volts. Elle a besoin du VDD Memory, qui est 1.8 volts ou bien 1.5 volts. Elle a besoin du VDD Memory 2, donc qui est de 1.8 volts. Elle a besoin du PLLS, donc qui est de 1.8 volts. Elle a besoin du Not Bridge Core, qui est de 1.1 volts. Ça, c'est sa tension phare. Sa tension phare là-bas, qui est 1.1 volts. Donc, son alimentation phare, c'est 1.1 volts. Mais toutes les autres alimentations doivent venir et atterrir sur cette carte graphique pour qu'elle soit fonctionnelle. Et si une seule manque, c'est bon, sachez que cette carte graphique ne fonctionnera pas.
elle ne va pas fonctionner. Donc, sachez qu'elle a besoin d'à peu près 8 tensions d'alimentation. Donc, cette cartographie a besoin d'à peu près 8 niveaux de tension. Donc, vous voyez, comme vous la voyez, on a parfois certains ont l'impression, bon, il y a telle tension qui n'entre pas. Non, ce n'est pas une seule tension qui entre ici à l'intérieur pour faire fonctionner cette carte graphique. Pour qu'elle soit bien fonctionnelle, parce qu'elle également, elle est divisée en départements. Elle est divisée en départements. Il y a un département qui travaille avec les ports PCI, un département qui travaille avec le processeur, un autre département, ainsi de suite. Elle a plusieurs départements à l'intérieur, cette carte graphique. Donc voilà pourquoi toutes ces zones-là ont besoin d'être alimentées. Et il suffit qu'il y ait une tension qui n'est pas présente ou bien qui a un défaut, évidemment tout s'arrête, comme je vous dis. Tout s'arrête. Donc tout ça doit être vérifié. Lorsque vous diagnostiquez, vous devez vérifier cela en suivant bien sûr la séquence normale ou bien l'ordre normal de démarrage, bien sûr. Voilà. Donc, la carte graphique, elle est très importante. Juste de ce côté-ci, nous voyons un autre composant très important qui est le South Bridge. Le South Bridge qui est encore appelé le chipset. Certains l'appellent le chipset. Certains l'appellent le South Bridge. Et pour d'autres personnes, il appelle, bon du moins pas pour d'autres personnes, c'est-à-dire on peut aussi, ça s'appelle aussi le PCH pour les anciens, les nouveaux ordinateurs, les nouvelles cartes mères, et ça peut être également le ICH, bon pas les nouveaux, je veux dire à une certaine génération, on l'appelle le PCH, on s'appelle le PCH ici, et pour les ordinateurs anciens, c'était le ICH, c'était le ICH, Embedded Controller Hub, et le PCH c'est le Platform Controller Hub. Parce que dans le PCH, c'est le ICH dans lequel on a inclus, parce qu'il y avait le DMCH avant 2010. On avait le DMCH qui travaillait pour la gestion des RAM, qui communiquait en rapport directement avec les RAM, et la graphique également. Mais à un certain moment, Intel, et même les fabricants AMD également aussi ont fait pareil, a divisé ce DMCH là en deux. Une partie le mettre dans le ICH, l'autre le mettre dans le processeur. Ce qui fait donc qu'on a eu la graphique déjà dans le processeur. Et nous avions une partie de le département qui dirigeait la RAM qui était dans le processeur. À ce moment-là, c'est le processeur qui devait gérer les RAM, qui devait réinitialiser la RAM. C'était comme ça. Donc, il faut toujours tenir compte dans quelle génération vous vous trouvez avant d'examiner une carte mère. Ça vous permet de savoir comment faire et savoir comment procéder. Voilà. Donc, nous avons à ce niveau-là, comme je vous disais, le South Bridge qui a été le chipset, comme vous avez dit, le PCH ici, ça s'appelle le PCH, on peut aussi dire le PCH. Voilà. Lui également est un élément capital parce qu'il contrôle plusieurs choses ici sur cette carte mère. Vous voyez, il contrôle les ports SATA, vous voyez. Il contrôle les ports USB, les ports USB que vous voyez là. Là, il contrôle les ports USB. Vous voyez, c'est toujours le PCH, c'est toujours le South Bridge qui contrôle ça. Il contrôle les ports SATA, comme je vous montre là. Ce sont les ports SATA. Les ports SATA où on peut connecter le disque dur ou bien le lecteur DVD. Il a un contrôle là-dessus. Il est en communication avec le North Bridge, évidemment. Il est également en communication avec un port PCI, ici, au minimum. Il est également en communication avec les ports audio, les ports audio et plein d'autres composants. Il est vraiment très important. Et il a besoin de plusieurs niveaux d'alimentation. Il a besoin de 3.3 volts pour être alimenté. Il a besoin également de plein de tensions pour pouvoir fonctionner. Il a besoin à peu près de 8 niveaux de tension. 8 niveaux de tension pour pouvoir alimenter ce PCH. Vous voyez, il a plusieurs départements. C'est le composant qui est relié au plus grand nombre de composants sur la carte mère. C'est celui-ci. Voilà pourquoi la plupart du temps, c'est lui qui est atteint. Parce qu'il suffit que tu commettes une erreur sur les ports USB. Hop, c'est lui qui est touché.
Au niveau des ports audio, hop, c'est lui qui est touché. Vous voyez, à tout moment, lorsque vous commettez des erreurs quelque part, puisqu'il est relié à la plupart des composants, finalement, les choses tombent à son niveau. La conséquence tombe à son niveau. Donc, voilà pourquoi vous devez vraiment faire très attention. Très attention, les amis. Donc, voilà un peu. Nous avons également d'autres niveaux, d'autres composants qui ont besoin d'être alimentés et qui ont besoin de plusieurs sources d'alimentation. Donc, nous avons ici, à ce niveau-ci, la puce iOS. Ici, le fabricant, c'est Fintech. Le fabricant, c'est Fintech. Donc, ça, c'est la puce iOS. Le fabricant, c'est Fintech. Bon, peut-être que vous ne voyez pas bien. Je vais peut-être mettre ça un peu au niveau du microscope. Et là, peut-être vous allez mieux voir. Donc là, je vais un peu mettre et je vais agrandir là. Vous allez voir de quoi je parle. Les amis, donc là, c'est la puce iOS que je voulais vous montrer. Et le fabricant ici, c'est Fintech. Voilà. Le fabricant ici, c'est Fintech. Donc là, c'est juste pour que vous voyez. Donc là, c'est la puce iOS qui a besoin de plusieurs niveaux d'alimentation. Donc là, nous avons la puce iOS. Donc là, comme je vous le dis, le fabricant, c'est Fintech. Donc je crois que ça se voit bien à votre niveau. Donc le fabricant, c'est Fintech. Et la puce iOS a besoin de 3 niveaux d'alimentation. 3 niveaux d'alimentation. Nous avons 5 volts, nous avons 3.3 volts, nous avons 3.3 volts et puis 3.3 volts dual. Donc, toutes ces tensions sont différentes et viennent de différentes sources. Et toutes ces tensions ont besoin d'être d'alimenter cette puce iOS. Parce que cette puce iOS aussi a également plusieurs départements à l'intérieur. Et ces départements doivent être alimentés. Elle doit alimenter donc plusieurs composants à l'intérieur de cette puce. Donc, il y a tout un département de l'alimentation ici à l'intérieur. Et il suffit qu'il y ait un département, du moins un département qui alimente cette puce, qui ne soit pas fonctionnel, pour que tout s'arrête, les amis. Donc, quand je vous dis déjà comme ça, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez, que vous puissiez comprendre que cette puce n'a pas qu'une seule tension pour bien fonctionner. Elle a 3 tensions qui doivent être présentes pour qu'elle fasse le travail. Et il suffit qu'une tension manque pour que ça ne marche pas. Peut-être si une est déjà présente, elle peut déjà commencer à faire le travail, mais la deuxième manquant, tout va s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Puisqu'elle a besoin de plusieurs tensions, celle qui a déjà reçu ce qu'il lui fallait va commencer. Et puis on attendra la suivante, ça ne vient pas, mais tout s'arrête là-bas. C'est simple. Donc elle a besoin de 3 tensions, comme je vous le dis, pour pouvoir bien fonctionner, les amis. Pour pouvoir bien fonctionner. Nous avons là, pas loin de là, une autre puce qui gère l'audio. On a une puce qui gère l'audio. Voilà, celle-ci du fabricant Realtek. Elle aussi également, elle a besoin de 2 tensions pour fonctionner. Elle a besoin de 3 volts, elle a besoin de 5 volts. Et tout ça est important, les amis. Tout ça est bel et bien important. Nous allons aller au niveau des RAM. Au niveau des RAM. Là, nous sommes dans le slot des RAM. Ici, c'est le slot des RAM. Comme vous voyez là, c'est le slot des RAM. C'est avec son connecteur. Ça, c'est le connecteur des RAM. Donc, c'est ça ici. Donc, la RAM également a besoin de plusieurs tensions pour fonctionner. Ça, c'est ce que vous devez le savoir. Elle a besoin de 2 à 3 tensions. 3 tensions la plupart du temps pour pouvoir bien fonctionner. 3.3 volts, 1.5 volts, ça dépend du type de RAM. Si c'est du DDR3, ce sera 1.5 volts. DDR3L, 1.35 volts. DDR4, 1.2 volts. Donc, ça dépend du type de RAM qu'on aura. Mais là, donc, généralement, 3 niveaux de tension.
3.3 volts, 1.5 volts et la moitié de 1.5 volts de la tension qu'elle aura. Également la moitié, si c'est 1.5 volts, elle aura besoin de 0,75 volts. Également, donc vous voyez, c'est 3 niveaux de tension. Et s'il y a une tension qui manque, évidemment, vous êtes dans la merde. Et pour les tensions, pour les DDR2, c'est 1.8 volts. Donc si c'est une DDR2, on aura 3.3 volts, 1.8 volts et la moitié de 1.8 volts qui est 0.9 volts. Vous voyez, tout ça doit être à l'intérieur de la RAM. La tension divisée par 2, là, c'est ce qu'on appelle la tension VTT. La tension VTT DDR. C'est la tension VTT DDR. Donc, cette tension-là a besoin d'être, ces 3 tensions ont besoin d'être sur la RAM. Donc, si vous voulez vous rassurer que tout est bon au niveau de la RAM, vérifiez que ces tensions sont présentes. Ça, c'est pour savoir si le côté alimentation est bon. Parce qu'il faut toujours se rassurer, est-ce que l'alimentation est déjà bonne? C'est d'abord ça, les amis. Et là, je vais revenir encore plus pour vous expliquer d'autres choses. Donc, ça, je vous explique, je vous montre les composants, je vous montre les éléments dont ils ont besoin. Voilà. Donc, on revient encore avec, à ce niveau-ci. On va revenir là. Pour que je vous montre encore d'autres choses, les amis. D'autres choses. Donc, on va parcourir plusieurs aspects. Soyez juste attentifs pendant qu'on évolue. Soyez attentifs. Voilà. Maintenant, vous allez constater sur la carte mère, sur cette carte mère, qu'on a plein d'autres composants. Je vais vous montrer quand même quelques éléments, quelque chose là. Donc là, si on revient au niveau du processeur, au niveau de ce processeur-là, vous allez voir qu'au niveau de ce processeur, nous avons le processeur qui est là. Et nous avons toute une série de... Vous voyez tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le secteur des VRM. Ça, c'est le secteur des VRM. En fait, c'est le secteur d'alimentation du processeur, de l'alimentation principale du processeur. Ici, cette alimentation-là est de entre 0,8 et 1.5 volts. Donc, souvent, ça peut être 1 volt, ça peut être 1.2 volts, un peu des trucs comme ça. Donc, ici, nous aurons toujours les condensateurs d'entrée. Nous aurons le high MOSFET. Là, ce sont les MOSFET. Vous voyez, on aura le high MOSFET. Et là, on aura deux low MOSFET qui travaillent en partenariat avec le high MOSFET. Et puis, condensateur d'entrée qui reçoivent la 12 volts. La 12 volts qui sort bel et bien de ce connecteur qui vient de... Et ce qui se connecte ici, ça vient de la boîte d'alimentation. C'est le deuxième petit câble de 4 trous de la boîte d'alimentation qui vient se connecter là, spécialement pour fournir la 12 volts là. Et là, nous sommes dans le ATX. Parce qu'avant, les boîtes d'alimentation d'avant, on avait le AT. Advanced Technology. Bon, mais avec le ATX, Advanced Technology Extended. Là, c'est une technologie nouvelle. C'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir plus de fonctionnalités sur la carte mère. Donc, c'est ça. Vous voyez, par exemple, là, on reconnaît ici, le connecteur de la 12 volts est très près de la section d'alimentation. Pourtant, dans les AT, c'était éloigné. Maintenant, il est très proche. Et on a plus de connecteurs et la répartition des choses est plus fluide avec la technologie ATX. Voilà. Donc, comme vous voyez là, nous avons dans la 12 volts qui va donc alimenter les high MOSFET là. Et ces high MOSFET vont travailler en partenariat avec les low MOSFET. La tension va sortir sur ces bobines. Bien sûr, ces MOSFET seront manipulés par la puce, par cette puce qui va manipuler au travers de les gates ces MOSFET pour que la tension sorte sur ces bobines et être bien arrangée, du moins pour être bien consommée. Elle va passer par ces condensateurs de sortie et elle va entrer où? Dans le processeur. Donc voilà comment ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et cette puce, pour fonctionner, a aussi besoin d'alimentation et d'activation également. Elle a besoin d'être alimentée, elle a besoin d'être activée. Et elle va faire son travail à ce niveau-ci. Une fois qu'elle aura fini son travail à ce niveau, elle va envoyer son power good qui va également aller pour faire un autre travail sur cette carte mère. Donc tout est organisé, les amis.
tout est organisé sur ces cartes mères, que ce soit le desktop ou le laptop, tout est bien organisé. Voilà. Donc là, c'est le secteur des VRM avec les MOSFET, les condensateurs électrochimiques, et nous avons les condensateurs en céramique qui sont là, généralement, ils reçoivent la 12 volts en entrée. Nous avons les MOSFET, nous avons les bobines, ces bobines qui sont là, nous avons là les bobines, et nous avons les condensateurs de sortie qui sont là. On se comprend? Donc voilà un peu quelques composants que je viens de vous citer là. Vous avez les condensateurs en électrochimie qui sont vraiment très nombreux. Et c'est un peu plus facile pour ça quand vous faites l'inspection visuelle. Regardez ces condensateurs, généralement pour voir très rapidement s'ils sont gonflés, on le sait rapidement qu'ils sont gâtés. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas gonflés, ils n'ont pas de problème, non. Donc, mais c'est au moins le cas le plus simple à découvrir. Donc c'est ça. Voilà, donc nous avons donc ces condensateurs là. Et vous aurez une certaine configuration également que vous aurez sur ces cartes mères. Vous voyez ici par exemple, je vous montre un peu la configuration. Vous voyez, donc vous avez là driver qui est une puce, bobine, MOSFET, vous voyez, condensateur d'entrée, il y aura toujours condensateur d'entrée, condensateur de sortie, Bon, allez, je vous montre un peu ça de manière plus rapprochée au niveau du microscope pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, il faut que je vous montre ça pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, les amis. J'aimerais que ce soit bien clair pour vous. Évidemment, pour approfondir et avoir la connaissance complète, vous allez devoir souscrire à notre formation. Voilà, donc ici, là maintenant, je suis un peu plus proche de la zone dont je parlais. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une certaine organisation sur ces cartes mères. Tout est organisé, il n'y a rien au hasard là-bas, tout est bien organisé, comme un programme. Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses là. Donc ici, nous avons, regardez bien, c'est pas compliqué les amis. Donc là, nous avons les MOSFET. Regardez là, vous avez vu, MOSFET. Nous avons quoi? Regardez. Un driver. Ça, c'est un driver. Donc, cette puce-ci qui va manipuler ces deux MOSFET. Et la bobine va sortir où? La tension va sortir où? Sur cette bobine. Pour aller alimenter, elle va sortir et être bien consommable au travers de ces condensateurs. Et elle va comme ça aller alimenter quelque chose. Ici en particulier, elle va alimenter les rames. Donc, la tension qui va sortir d'ici, ce sera pour alimenter les rames. Mais avant cela, il y aura une tension d'entrée ici, qui est la 5 volts DIM. Et cette 5 volts DIM va être produite à ce niveau-ci. Vous voyez, à ce niveau-ci, nous avons encore là un driver. Ce driver va manipuler ce MOSFET double. Elle va manipuler ce MOSFET double. Et la tension va donc sortir où? Sur cette bobine. Elle va être bien arrangée pour être consommable par ces condensateurs-ci. Et la 5 volts DIM va entrer ici. Donc, tout ce qui est ici, c'est pour sortir la tension 5 volts DIM qui va venir entrer où? Entrer à l'intérieur de ce MOSFET. Et ça, c'est le high MOSFET ici. Et là, nous aurons le low MOSFET avec la partie connectée à la masse. Cette partie connectée à la masse et l'autre qui est la gate. Et cette gate et l'autre gate aussi également seront manipulés par qui? Par cette puce qui est appelée driver. Donc, c'est elle qui va donc manipuler ces deux MOSFET pour que la tension sorte sur cette bobine. Ça entrera dans ces condensateurs pour être consommé par la RAM. Si c'est du DDR3, ce sera 1.5 volts. On se comprend? Donc, vous voyez, tout est organisé, les amis. Il n'y a rien de hasard là-dessus. Et cette puce a aussi besoin d'être activée. Elle a besoin d'être alimentée. Elle a besoin d'être activée. Et elle va faire son travail. Et une fois qu'elle a fini son travail, elle envoie son power good.
Donc voilà comment la plupart de ces composants, fonctionnent sur ces cartes mères. Il y a un certain ordre. Vous voyez que tout est bien arrangé ici. Tout est bien arrangé. Ici, c'est un MOSFET double qui a un drain, 2 gates et deux sources. C'est ça, c'est un double MOSFET. Il a un drain, 2 gates et 2 sources. On se comprend? Donc, là, nous allons avancer, continuer avec ces composants-là. Ici, nous avons le connecteur principal ATX de 24 BIOS. Vous voyez, ce connecteur-ci est très important. Peut-être je peux m'arrêter un instant pour vous parler de ce connecteur, les amis. Alors, le connecteur ATX, c'est un connecteur très important. Et ici, quand vous voyez ATX, c'est déjà pour la nouvelle génération. La nouvelle génération de cartes mères. Donc, ça veut dire que c'est un connecteur avancé. Advanced Technology Extended. Donc, c'est un connecteur avancé. Donc, nous allons un peu parler de ce connecteur-là. On va un peu parler de ce connecteur. Il a 24 BIOS. Et sachez que toutes ces BIOS-là sont capitales, les amis. Capitales, je dis bien très capitales. Donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut voir déjà par rapport à ça. On essaie un peu de parcourir ce connecteur ATX là. Donc, déjà, je vais vous présenter la boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation du desktop. Je vous présente la boîte d'alimentation du desktop pour que vous puissiez voir. Et on va parler un peu de ça. On va parler un peu de l'alimentation du desktop, les amis. Il faudrait que je vous donne quelques idées déjà par rapport à ça. Donc là, nous avons la boîte d'alimentation du desktop. Comme vous voyez là, c'est cette boîte d'alimentation qui reçoit en entrée du 220 volts ou 110 volts. Ça dépend de votre pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, elle reçoit en entrée cette tension-là. Vous voyez là. Elle va recevoir en entrée cette tension. Et vous voyez ici, il y a un bouton d'allumage. Donc, n'oubliez pas, parfois, souvent les gens négligent ça. Ils se disent, oh là là, la machine ne s'allume pas. Pourtant, le bouton n'est même pas sur on. Il faut faire très attention. Quand il y a un interrupteur, il y a comme ça. Avant d'avancer, rassurez-vous qu'il est sur on. Avant de dire que votre carte mère ne fonctionne pas ou bien tout ne marche pas, vérifiez est-ce que non, c'est même d'abord alimenté. Est-ce que c'est déjà l'interrupteur sur 1, c'est-à-dire sur on. C'est ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Hein? Voilà, et je profite pour vous dire la signification de ce symbole-ci. Parfois, les gens voient ce symbole et ils ne savent pas ce que ça signifie. Donc, regardez, je vous montre un peu ça. Parfois, vous allez voir ce symbole-ci. Le symbole-ci comme ça. Voilà, c'est le symbole du démarrage. Bon, les gens, parfois, ces gens ne sont pas curieux pour voir. Donc, mais sachez que ici, dans ce symbole, ici, je vais reprendre ça ici. Donc, dans ce symbole, nous avons deux choses qui sont ensemble. Vous voyez là. Ça, c'est le symbole du démarrage. Donc, le symbole du démarrage. Donc, si vous voulez allumer un ordinateur, c'est pas là. Si vous voulez éteindre, c'est pas là. Alors, c'est tout simplement 0 qu'on a collé à 1. C'est ça qui forme ce symbole. C'est pour dire on qui est 1 et off qui est 0. C'est simplement ça. C'est 0 et 1 qu'on a collé ensemble pour former ce symbole. C'est ça le symbole du démarrage. C'est pour ça que vous voyez ce symbole partout sur les appareils, que ce soit les appareils électroniques. Vous allez voir ce symbole-là un peu de partout. Le symbole pour allumer. Et là, nous avons du 0 qu'on a collé avec 1. Tout simplement. 0, c'est off. Et le 1, c'est on. Voilà, c'était juste une parenthèse. On évolue. Et donc, comme je vous disais, sur la boîte d'alimentation, il faut faire très attention. Et soyez un peu vigilant. Donc ici, là, il faut appuyer sur 1 pour dire on. Donc là, nous avons besoin d'alimenter à ce niveau-ci. Alors, si vous avez un problème d'un ordinateur qui ne s'allume plus, vous branchez, ça ne s'allume plus. Avant d'aller trop loin, les amis, n'allez pas trop loin. Vérifiez premièrement le câble d'alimentation.
vérifiez ce câble d'alimentation. Est-ce qu'il est fonctionnel? Alors, pour vérifier s'il est fonctionnel, c'est pas difficile les amis. Si vous n'avez pas de multimètre, peut-être à votre disposition, si vous n'avez pas un multimètre à votre disposition, comme celui-ci, vous pouvez prendre ce même câble et le tester dans un autre appareil dont vous savez qu'il est bien fonctionnel. Alors, si ça ne fonctionne toujours pas, c'est le câble qui peut être ce problème, qui peut créer le problème à votre niveau. Et là, vous pouvez prendre le câble qui était sur l'autre appareil, vous mettez sur votre ordinateur, vous allumez. Si ça s'allume bel et bien, vous êtes rassuré que c'est le câble le problème. Voilà comment les choses avancent. Pour pouvoir détecter le problème sur ces ordinateurs, il faut aller étape par étape, en éliminant les situations, en éliminant certains cas. C'est comme ça qu'on procède. Et pour finir, vous allez découvrir quel est le problème. Alors c'est comme ça. Voilà, donc vous vérifiez le câble. Si le câble est bon, alors et que si vous avez le multimètre, vous réglez en mode courant alternatif. Vous voyez, courant alternatif. Vous voyez, vous avez AC là. Alternative current. Donc vous réglez sur AC. Vous rassurez, on a bien V là-bas, volt. Et vous prenez la tension. Donc ici, je vais prendre la tension sur ce câble pour voir est-ce que on a bien du 220 volts. Ici, pour nous, c'est 220 volts. Mais pour vous, peut-être, ça sera autre chose. C'est-moi bien placé là. On voit la tension. Parce que là, c'est pas bien placé. Je vais soutenir là par quelque chose qu'on puisse voir ensemble la tension qu'on aura. Laissez-moi soutenir ça par autre chose là pour vous faciliter aussi la tâche à votre niveau, pour permettre de voir ensemble. Voilà, donc je vais prendre la tension de ce chargeur-ci. On va voir ensemble. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien à votre niveau. Donc là, j'ai réglé en mode courant alternatif. Je mets l'une des sondes là, à ce niveau. Peu importe le trou, hein, c'est la même chose. Donc là, je mets l'autre sonde de ce côté. Et regardez la tension au multimètre. Vous avez vu, 225 volts. Donc la tension est bonne. Et c'est par ici aussi que vous pouvez savoir s'il y a une baisse de tension. Si vous avez peut-être, normalement, ce qui est attendu, c'est 220 volts. Et vous avez peut-être du 150 volts ou 140 volts. Alors, mais comment? Vous voulez accuser, vous voulez que votre unité centrale s'allume comment? Alors qu'il y a une baisse de tension. Et là, vous vérifiez la tension au niveau de ce câble. Et à l'aide de ça, vous pouvez déjà savoir qu'il y a un problème. Les unités centrales sont encore plus capricieuses. Elles sont plus capricieuses. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres que lorsqu'il y a une baisse de tension, ça ne pourra même pas s'allumer. C'est normal, parce que ça évite de pouvoir gâter les composants. Donc, les unités centrales sont encore plus exigeantes par rapport aux cartes mères des laptops qui ne demandent pas trop. Donc, vous devez donc être vigilant et faire très attention. Voilà. Donc, ce câble-ci est bon. Il est bien fonctionnel. Alors, une fois qu'on sait que le câble fonctionne correctement et que nous avons un problème d'alimentation, alors vous devez regarder à quel niveau maintenant. C'est-à-dire votre carte mère ne démarre pas. Vous regardez à quel niveau. Bien sûr, sachez que si vous n'avez pas branché votre ordinateur peut-être pendant longtemps, pendant plusieurs jours, alors ce que je vous conseillerais, c'est bien évidemment de réinitialiser le BIOS tout simplement. Si vous n'avez pas branché votre carte mère pendant des jours ou bien des mois, et vous n'avez pas branché votre unité centrale, vous revenez, vous branchez, vous appuyez, ça ne démarre pas et rien du tout. C'est juste parce que le BIOS est entré dans le coma, tout simplement, et ça a planté l'iOS. Vous voyez la puce BIOS. C'est la puce BIOS qui est là. Vous voyez avec le point rouge là. Là voilà. Donc lorsqu'elle entre dans le coma, il y aura un problème. Forcément, l'iOS également va se planter. L'iOS étant planté, alors vous ne pouvez pas avoir de démarrage.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réinitialiser le BIOS tout simplement, les amis. Vous réinitialisez le BIOS. Donc, c'est-à-dire la pile CMOS qui est là. Vous la retirez. Hein, et là, je vous montre comment la retirer. Il y a plusieurs manières de retirer selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, c'est pas difficile. Vous venez juste là comme ça. Vous appuyez là. C'est ici. Vous voyez, la pile se soulève. Elle se soulève. Et là, on peut la retirer. Vous voyez? On peut la retirer. Donc, vous la retirez, cette pile-ci. Et vous réinitialisez votre BIOS en court-circuitant. En court-circuitant ces deux. C'est-à-dire le plus et le moins. Ces deux connecteurs-là, nous avons le moins et l'autre, c'est le plus. Donc, vous court-circuitez. Vous touchez juste les deux comme ça, même avec un tournevis. Vous touchez, vous vous rassurez que les deux sont touchés, le plus et le moins. Ceci pendant à peu près 1 minute, ça peut suffire. Même moins dans certains cas, mais parfois d'autres, c'est même 6 secondes. Ça peut suffire. Donc, vous court-circuitez. Une fois que vous l'avez fait, c'est bon, vous relâchez. Si la pile est encore en bon état, à 3 volts ou entre 3 et 3.3 volts, vous la remettez. Si elle n'est pas bonne, vous la changez. Vous la remettez et puis vous allumez. Ça devrait redémarrer normalement sans problème si ce n'était que ça le problème. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut procéder lorsque votre ordinateur ne s'allume pas. Il y a des petites vérifications comme ça qu'il faut faire. Vérifiez la tension au niveau du câble. Vérifiez également si votre boîte d'alimentation fonctionne. Cette boîte d'alimentation que vous voyez, vous pouvez vérifier est-ce qu'elle est fonctionnelle. Nous avons là ce câble. Vous voyez ce câble principal de 24 BIOS. C'est à ce niveau-ci qu'on va vérifier. On va essayer de tester si la boîte d'alimentation fonctionne. Alors, ce n'est pas compliqué, les amis. On va se servir de quoi? D'une pincette. À l'aide d'une pincette, on pourra faire le travail. Donc, vous allez prendre juste votre câble d'alimentation. Et là, vous avez plusieurs couleurs sur ce câble d'alimentation. Nous voyons là plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste repérer la couleur verte. La couleur verte qui est le PS on, Power Supply on. Donc, Power Supply on, c'est pour dire que l'alimentation est activée ou fonctionnelle et que toutes les tensions sont déjà présentes. C'est simplement ça, ce que ça signifie. Je vais vous expliquer tout à l'heure, donc ne quittez pas. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment la carte mère fait le système qui se passe pour que on puisse démarrer cette boîte d'alimentation pour que les tensions entrent sur la carte mère. Donc, je vous explique ça tout à l'heure. Si peut à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier le fil vert. Le voilà, ne confondez pas. Voilà le fil vert. Et on va identifier également le noir qui est la masse. Donc, on va juste court-circuiter. Vous voyez là, je mets à l'intérieur. Vous voyez, je mets à l'intérieur du fil vert un morceau de la pincette et le fil noir, l'autre morceau. Et c'est tout. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais donc brancher. Et là, on va regarder le comportement du ventilateur. Si le ventilateur tourne, les amis, c'est un bon signe. Mais ça ne veut pas dire que l'alimentation est bonne. Là, il faut que je vous dise toute la vérité, les amis. Je dois vous le dire. Donc, si l'alimentation tourne, c'est un bon signe. Mais ça ne veut pas dire que l'alimentation... Si le ventilateur tourne, c'est un bon signe, mais ça ne veut pas dire que l'alimentation est bonne. Ne vous trompez pas, ne tombez pas dans les pièges. Et pour cela, vous voyez qu'il faut bien de l'expérience, sinon vous n'allez jamais comprendre. Donc là, c'est éteint. Et je vais brancher. Et je vais allumer. Vous voyez que je branche, il n'y a aucun signe. Vous voyez si c'est off. Bon, il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. C'est juste qu'on a mis off, on a éteint. Alors là, maintenant, j'allume. Regardez, j'allume. Et vous voyez la boîte tourner, l'alimentation tourner. Regardez le ventilateur qui tourne. Vous voyez le ventilateur qui tourne à l'intérieur. Alors, le ventilateur tourne. Regardez si j'arrête. Vous voyez voir que ça s'arrête. Vous avez vu? Ça s'est arrêté. Regardez, je lance. Et vous voyez, ça tourne. Ça ne veut pas dire que l'alimentation est bonne, mais c'est déjà au moins un début. Ne tombez pas dans le piège de croire que parce que le ventilateur tourne, l'alimentation est bonne. Les amis, vous êtes tombés dans le piège. Ne faites pas cette erreur. Donc, si vous le faisiez avant, arrêtez de le faire dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut vérifier donc pour être sûr que notre alimentation est bonne? Nous allons tout simplement utiliser le multimètre.
Donc nous allons utiliser notre multimètre et nous rassurer que tout est bon. Pour cela, on va calibrer en mode courant continu. Et là, cette fois-ci, vous aurez DC là-bas et non AC. Vous aurez DC et non AC. Donc, et vous avez le V avec un trait continu et l'autre un trait interrompu. Donc, je vais donc prendre mon multimètre que j'ai déjà réglé là. Je vais assurer que les sondes sont bien fixées et que je suis bien à courant continu. Je vais donc évaluer la tension qui sort de ces câbles. Ici, nous avons le rouge. Regardez bien, nous avons le rouge. Et nous avons le noir et nous avons le jaune. Vous voyez là, le rouge et le jaune. Le rouge doit être, nous sortir 5 volts. Le jaune doit être 12 volts. Donc, je mets l'une des sondes sur la masse. Que vous voyez là. Donc, je vais bien mettre que vous voyez. Donc, l'une des sondes sur la masse. Peut-être c'est mieux que je mette ça au niveau du microscope pour que vous voyez. Bon, mais essayons de faire comme ça. Donc, là, voici donc, la masse. Et l'autre, je mets au niveau du bout, là, au niveau du rouge. Du rouge pour voir la tension. Regardez au multimètre. 5 volts. C'est bon. Je mets au niveau du jaune. Regardez la tension. 12 volts. C'est bon. Attention, il y a des moments où ça peut vous donner 11, quelque chose. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est 12 volts. Là, c'est bon. Mais si ça donne, mais si c'est déjà trop bas, à moins de 11 volts ou 11 volts déjà comme ça, c'est pas bon. Donc faites attention à la tension qui sort de là. Donc ici, nos deux tensions là sont correctes. C'est bon. Donc déjà avec ces deux tensions, c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez vérifier également la présence de la 3 volts. Vous pouvez vérifier la présence de la 3 volts au niveau de ce connecteur-ci. Donc on va prendre l'une des sondes, on met sur la masse. On met sur la masse et l'autre pour pouvoir prendre la tension. Il nous faut avoir notre 3 volts au niveau d'orange. Regardez, 3.3 volts. C'est parfait. Donc, ça veut dire que notre boîte d'alimentation est bien fonctionnelle et là, on peut être tranquille. Donc, je peux juste éteindre. Je vais juste éteindre cette boîte et là, on éteint là. Le ventilateur s'arrête de tourner. Et c'est bon, on sait qu'on a notre boîte d'alimentation fonctionnelle. Alors si vous avez, là vous débranchez le câble, si vous n'avez pas, si votre boîte d'alimentation ne tourne même pas du tout et que vous avez bien placé tout ce qu'il faut, alors les amis, c'est votre boîte d'alimentation qui est gâtée, c'est celle-ci qui serait gâtée à l'heure là, et c'est ça qui peut justifier pourquoi votre unité centrale ne démarre pas. Dans ce cas, vous changez cette boîte d'alimentation ou vous la dépannez. Dans nos formations, nous expliquons comment dépanner ces boîtes d'alimentation. Parce qu'à l'intérieur de ces boîtes d'alimentation-là, vous avez tout simplement ce genre de composants et tout cela. Ce n'est pas compliqué les amis, parce que ici, ce n'est que deux parties. C'est une alimentation à découpage. Vous voyez là, on a une partie qui est le primaire et l'autre le secondaire. C'est pas difficile les amis, donc on vous explique ça dans nos formations. Là, c'est pas compliqué. Voilà, donc on peut dépanner ces boîtes d'alimentation et ça vous ferait un gain aussi également et moins de dépenses. Au lieu d'acheter toute une boîte comme ça, vous pouvez juste la dépanner. Et ça vous fait gagner en temps et également en argent. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir de la connaissance les amis. Voilà, une fois que votre boîte d'alimentation est bien fonctionnelle, alors évidemment, vous devez la connecter où? Ici, à l'intérieur de ce connecteur. Et là, vous devez bien regarder les côtés là. Il y a un côté avec, vous voyez, cette sorte de cloche là, d'accroche, qui va venir s'agripper ici également pour bien fixer le câble là. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que les fabricants mettent cette accroche? Dites-moi vous-même, pourquoi est-ce qu'on met cette accroche? Alors, sachez que c'est tout simplement parce que ce câble doit être bien fixé à ce niveau pour que les tensions puissent se répandre sur la carte mère. Alors les amis, imaginez un instant que ce câble ne soit pas bien fixé et vous allumez l'ordinateur, vous allumez l'unité centrale, vous n'avez rien, mais vous serez surpris pour rien.
rassurez-vous d'abord que le câble est bien fixé. Même s'il est bien foncé et qu'il n'est pas bien enfoncé, les fils ne sont pas bien enfoncés. Ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut pousser à ce que les fils ne soient pas bien enfoncés? Parfois, c'est vous-même. Oui. Parfois, c'est vous-même. Et comment? Vous avez introduit, vous voyez, vous avez introduit votre câble à l'intérieur. Vous l'avez vraiment bien. Du moins, il était à l'intérieur. Et la machine fonctionnait sans problème. Et vous avez retiré le câble, je ne sais pas pour faire quoi, ça dépend, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc vous avez retiré le câble, mais pour le remettre, vous ne l'avez pas bien remis. Vous avez juste mis, vous avez cru que c'était enfoncé, mais les câbles n'atteignent pas l'endroit qu'il faut. Un des câbles peut-être est soulevé, par exemple le PS-on, la plupart du temps c'est lui. La plupart du temps c'est lui, donc par mégarde, les gens ne connectent pas bien ce câble vert. Vous voyez, et une fois que ce câble vert n'est pas bien connecté, les amis, vous aurez des soucis. Vous aurez des soucis. Parce que le PS-on, lorsque l'iOS, je vais vous expliquer comment ça se passe, lorsque l'iOS va envoyer le signal du PS-on au niveau de ce câble vert pour pouvoir lancer le démarrage de la boîte d'alimentation, faire que les tensions sortent complètement sur la boîte d'alimentation, lorsqu'il va envoyer ce signal, ça ne va pas arriver au niveau de la boîte d'alimentation. Et comme ça n'arrivera pas au niveau de la boîte d'alimentation, la boîte d'alimentation ne comprendra pas ce qu'il faut faire. Et rien ne va se démarrer. Et vous serez surpris, vous allez vous dire, bon, pourquoi ma carte, je branche bien, mais j'allume, ça ne s'allume pas. Mais est-ce que le câble vert est bien fixé? Voilà l'une des causes, les amis. Voilà, je vous donne comme ça déjà quand même quelques causes. Donc, sachez que voici l'une des causes des pannes, parfois sur les desktops. Ce câble-ci, le câble vert, mal fixé, vous aurez des soucis. D'office, la carte ne va pas se démarrer. Puisque le PS, on doit le ramener à une tension basse, à une tension négative de 0 volts. Et pour relancer la carte mère, pour relancer la boîte d'alimentation et activer toutes ces tensions qui vont se propager sur la carte mère à un rythme. Bien sûr. Voilà donc l'une des sources des problèmes à votre niveau. Donc c'est pas compliqué les amis. Si vous avez une machine, vous allumez, ça ne s'allume pas. Évidemment, donc vérifiez bien l'état, la situation au niveau de ce câble vert. Très important. Ok. Nous avons donc plusieurs couleurs, comme vous voyez là, plusieurs couleurs sur cette alimentation. Nous avons en premier au niveau de la patte numéro 1. En fait, c'est 24 pattes. On a 1, 2, 3. Donc on a là 1, 2, 3. Donc ça commence ici. 1, 2, 3. Dans la patte 1, vous la verrez avec l'indication de la flèche. Alors, je peux peut-être vous montrer ça. Oui, pourquoi pas. Au niveau de... Avec le microscope, je crois que c'est peut-être mieux comme ça pour vous. Je vais vous montrer ça rapidement à l'aide du microscope. Je crois que vous allez mieux voir. Donc là, je vous montre rapidement un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc vous avez là les pattes. Donc regardez bien, vous voyez là, je vous montre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc là, nous avons plusieurs couleurs, plusieurs couleurs. Il y a même des trous qui ont 2 couleurs. Donc regardez là, regardez à ce niveau-ci. Vous avez vu la flèche et vous avez vu le numéro. Voici la flèche qui nous montre que c'est la patte numéro 1. Et là, on a même écrit 1 pour vous faciliter la tâche. Et ça évolue comme ça après 1. Donc 1, c'est ce fil-ci. C'est ce fil. Là, c'est le 1. Donc là, c'est le 1. On évolue. Ça, c'est donc 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et ça évolue comme ça jusqu'à 12, les amis. Jusqu'à 12. Ici en bas, nous avons le 12. Donc, regardez bien là, vous allez voir le numéro 12. Vous avez vu 12. Voilà 12 au fond là-bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous montrer là pour que vous puissiez voir. Donc, voilà 12 ici. Voilà le numéro 12. Donc, c'est la 12e patte ici. Et ça, c'est le 12e fil. Ce qui est orange là. Donc, c'est le 12e fil. Donc, on évolue comme ça. Et une fois qu'on a fini les 12, là, on revient ici pour compter. Vous allez voir là, on a 13. Donc, regardez bien. On a 13.
Donc, je règle un peu. Je crois que vous voyez bien. Donc, ici, on a 13. Vous voyez? 13. Donc, quand on finit les 12 premiers de ce côté-ci, on revient ici pour compter les amis. Donc, ça, c'est 13, c'est ici. Donc, là, on a compté 1. De l'autre côté, c'est 13. Et puis, on évolue comme ça jusqu'à combien? 24. Jusqu'à 24. En bas, là, on va voir 24. Vous avez vu? 24. On arrive jusqu'à 24 qui est le fil noir. Donc, voilà un peu pour cette boîte d'alimentation. Et vous voyez qu'on a ce connecteur-ci. On a plusieurs couleurs. On a l'orange. On a l'orange. On a le marron. On a le bleu. On a, vous voyez les couleurs. On a le bleu, on a le noir, on a le rouge, on a le gris. Regardez, on a le gris et toutes ces couleurs ont un sens, une tension ou bien une fonction particulière. Vous voyez ces couleurs-là? Alors c'est très important les amis, c'est très important. Vous devez comprendre déjà qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci. Donc déjà, je vous donne un peu les tensions pour que vous puissiez bien vous retrouver. Donc, nous avons l'orange ici et le brun, parce que je me dis marron, c'est le brun plutôt. Donc ici, on a l'orange qui a le 3.3 volts, avec le brun qui est juste là, au niveau du 13, qui est 3.3 volts en 5. 3.3 volts 5. Donc ici, nous avons donc 3.3 volts sur l'orange là, orange 3.3 volts. Nous avons le bleu qui est moins 12 volts, le bleu qui est moins 12 volts. Nous avons le rouge qui est plus 5 volts. Nous avons le vert qui est le power on. Lorsque on branche ce câble-ci, le vert que vous voyez là, ce vert que je suis en train de toucher, vient avec 3 volts d'office. Donc, il vient avec 3 volts. Donc, lorsque vous branchez, automatiquement, il doit avoir 3 volts ici. On a 3 volts là. Et quand on va envoyer, quand il va recevoir le signal venant de la puce iOS, ça va le ramener à 0 volts. Et puis, il va revenir encore à 3 volts. Vous voyez, on, off, on. C'est un signal qui va donc être compris par la boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation va comprendre ce signal-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer le démarrage de toute la carte mère. Vous comprenez un peu? Donc, cette boîte d'alimentation va comprendre le message lorsque le fil vert, ce fil vert sera ramené à 0 volts et reviendra à 3 volts. La boîte d'alimentation va comprendre le message et se lancer. Voilà pourquoi pour tester la boîte d'alimentation, vous voyez que vous mettez un côté de la pincette, vous le mettez sur le vert et l'autre, vous le mettez sur le noir. Le noir, c'est 0 volts. Donc, vous êtes en train de ramener la tension ici à 0 volts. Vous êtes en train de ramener ça à 0 volts. Quand vous faites cela, vous êtes en train de faire le travail de l'iOS. On se comprend, les amis? Voilà, vous faites le travail de l'iOS, ce qui permet donc à la boîte d'alimentation de se lancer et de faire que toutes les tensions sortent sur tous ces fils que vous voyez là. Les tensions vont donc sortir sur tous ces fils-là, et ça va donc alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère. Donc voilà comment ça va fonctionner, les amis. Et nous avons donc cette tension dont je vous ai parlé, je vous ai dit, le bleu c'est moins 12 volts, le vert il y a 3 volts au départ, après il revient à 0 et il revient encore à 3. Nous avons le rouge qui est plus 5 volts, nous avons le jaune qui est plus 12 volts. Nous avons le gris qui est le power good, il n'a pas de tension mais c'est le power good. C'est un signal qui va être envoyé à l'iOS. Il va essayer d'être envoyé, donc ça dépend des fabricants de cartes mères. Il peut être envoyé à l'iOS, il peut être envoyé à un autre endroit ou à d'autres endroits sur la carte mère. Donc voilà un peu au niveau de cette tension-là. Et le noir, c'est pour la masse, évidemment. C'est la masse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment les choses vont fonctionner? Une fois qu'on a donc connecté déjà
l'alimentation. Nous avons cette alimentation secondaire. Vous voyez là, ce fil-ci. Vous voyez, ça peut venir en double comme ça. Voilà ça. Ça, c'est l'alimentation de 12 volts. Vous pouvez aussi également vérifier qu'on a bien 12 volts à ce niveau. Donc là, nous avons le fil jaune. Vous voyez là, c'est 12 volts. Et le noir, c'est la masse. On a 2 fils pour la masse et 2 pour le 12 volts. Donc là, cette alimentation vient se connecter donc à cet endroit que je vous ai montré là tout à l'heure. Cet endroit-ci. Le Power 2, le connecteur de 12 volts qui va alimenter les VRM. Au niveau des high MOSFET, le high MOSFET, ici, ça c'est le condensateur d'entrée. On a là le high MOSFET qui va travailler avec ces deux low MOSFET pour sortir la tension sur cette bobine, manipulée évidemment par la puce des VRM. On a vu tout cela. Voilà. Donc, une fois que cela s'est fait, il y a un système pour le démarrage. Comment est-ce que la carte mère démarre? Donc, je vais vous donner une petite idée là. Et je vais vous donner une petite idée et on pourra arrêter là pour aujourd'hui les amis. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment les choses vont se passer pour que cette carte mère démarre. Et soyez juste attentifs pendant que je vais le faire. Donc, je vais vous donner quelques idées par rapport à ça. Et pour ceux qui voudront approfondir, on va le voir en profondeur dans les cours lorsque vous souscrivez à notre formation. Donc ici, je m'en vais vous donner directement les choses là pour que vous puissiez comprendre. Donc, au niveau de cette boîte d'alimentation, vous voyez, on a plusieurs tensions qui sont là. On a plusieurs tensions qui sont là. On a les 24 là. Moi, je ne suis pas en train de compter, je suis juste en train de faire un schéma. Donc, tenez pas rigueur de cela. Donc, ici, au niveau, on a deux tensions. Lorsqu'on connecte le câble d'alimentation, comme je vous ai montré là, ces deux câbles-là, le grand câble et le petit câble de 12 volts, lorsqu'on connecte ces deux câbles, sachez que lorsque vous branchez la boîte d'alimentation et vous l'allumez, bien sûr, s'il y a un bouton d'allumage, lorsque vous branchez cette boîte-là, à l'aide de ce câble-ci, lorsque vous branchez la boîte d'alimentation, là, vous branchez immédiatement sur la carte mère. Voilà ce qui se passe. Sur la carte mère, vous aurez ici, vous voyez, au niveau de ce quatrième élément, vous regardez juste le fil violet, le violet. Donc regardez au niveau du fil violet, vous aurez une tension qui va sortir. Cette tension-ci, c'est ce qu'on appelle la tension de veille. Elle est toujours présente. Et sa valeur est de 5 volts. Elle est toujours présente et sa valeur est de 5 volts. Vous aurez également le fil vert. Le fil de couleur verte, qui est le PS-on. Sa tension doit être de 3 volts. Ici, cette tension-ci, c'est 5 volts stand-by. 5 volts stand-by. Donc, ça dit une tension de veille, une tension qui est présente dès le début. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Alors, pour des ordinateurs qui sont récents et tout cela, cette tension 5 volts va aller directement alimenter l'iOS. Elle va aller directement, donc c'est-à-dire elle ne prend pas de détours. Donc, ici, on a l'iOS qui est présent. On a ici le PCH qui est là. Vous voyez un peu. Donc, une fois, et n'oublions pas un autre aspect qui sera important ici, c'est ça le power button. Le power button. Donc, ça c'est un élément aussi important. Donc, voilà les 3 éléments qui vont faciliter la tâche ici. Bien sûr, pour les anciennes cartes mères ou bien les cartes mères, les corps duo, 2 duo et tout cela, les Pentium dual, et tout. Il y a bien des cartes mères là qui fonctionnent avec un autre système que nous pourrons voir en profondeur dans les cours. Même si je vais vous donner juste une petite partie. Donc, ici, sachez que pour ces anciennes cartes mères, on a un régulateur ici de tension linéaire qui est toujours présent. Il va recevoir la 5 volts venant de ce câble-ci, de ce connecteur, du standby voltage au fil violet.
il va la convertir en 3 volts. Ce sera le premier niveau là-bas. Et la plupart du temps, ce MOSFET-là également se gâte. Donc, lorsque ce MOSFET-là va donc prendre la 3 volts, il va l'envoyer au niveau de l'IOS. Il va l'envoyer également au niveau du PCH pour alimenter ces secteurs-là, pour alimenter ces différents secteurs. Et puis, on aura la suite du processus, c'est-à-dire l'IOS va communiquer avec le PCH et pour donner le démarrage de la carte mère. Donc ici, voilà ce qui va se passer, les amis. Donc, une fois que la symbole va donc sortir, elle va aller alimenter l'IOS, elle va aller alimenter. Donc, vous voyez, il y a des résistances qui seront placées là. Hein. Quand la tension ne peut pas entrer, elle va être convertie ou bien diminuée au travers des résistances pour pouvoir entrer dans ces composants qui n'ont pas besoin d'une tension plus élevée. Donc, c'est comme ça, donc il faut comprendre cela. Donc, cette tension-là va aller pour alimenter l'IOS. Et si tout est bien fonctionnel autour d'ici, parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour que celui-ci soit fonctionné, pareil pour celui-ci, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Nous avons déjà ce clock-là qui doit être présent. On a le clock qui doit être présent. On a le RTC reset qui doit venir là, passant généralement par une diode. Passant généralement par une diode. Donc, je vais dessiner ça comme ça. Voilà, là. Il y a une diode généralement qui passe là. Donc ça passe généralement par une diode. Ça passe généralement par une diode. Et il y a une autre tension encore également qui doit venir se retrouver là. 3 volts dual qui va venir se retrouver là avec le VBAT qui va donc sortir de la pile. Ces 3 volts, ils vont se croiser à niveau pour qu'on ait le RTC17 qui va entrer à l'intérieur de ce PCH. Sachez que s'il y a un problème ici, le PCH aura des difficultés. Nous aurons également ce clock qui doit également travailler, envoyer des fréquences dans le PCH. Et le PCH également a plusieurs fréquences à l'intérieur. Nous avons aussi également le clock generator. Le clock generator qui doit être présent. Cette puce est aussi capitale puisqu'elle envoie des fréquences un peu à tous ses composants. Sur la carte mère, le clock generator envoie des fréquences au niveau du PCH, au niveau de l'IOS, au niveau du processeur, au niveau de la RAM, et plein de composants reçoivent les fréquences venant du clock generator, qui est une puce bel et bien sur la carte mère. C'est vrai que pour les cartes mères récentes, ce clock generator est introduit directement dans le PCH. Et on ne le verra plus, mais il est à l'intérieur du PCH. Voilà. Sachez qu'à l'intérieur du PCH également, il y a des clocks internes qui envoient également des fréquences à plusieurs composants. Voilà. Une fois que ces tensions sont présentes, la puce IOS est alimentée, le PCH est alimenté, l'IOS va envoyer un signal très important au niveau du PCH appelé le RSM Reset. RSM Reset, Resume and Reset. Elle va envoyer ce signal-là au niveau du PCH pour réinitialiser le PCH. Une fois que le PCH a reçu ce signal, eh bien, évidemment, il va attendre. Le power button, il faudra donc aller là, appuyer le power button. Le power button doit être appuyé. Et là, le power button, lorsqu'il est appuyé, il va envoyer un signal de on-off-on à l'IOS. Et l'IOS ayant compris cela, il va envoyer un signal au niveau du PCH, appelé le power switch on ou bien power switch in. Donc c'est un peu ça. Ça dépend des fabricants, les noms peuvent changer. Donc, il va envoyer ce signal au niveau du PCH pour lui dire, sache qu'on a appuyé le bouton de démarrage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il attend la réponse. Donc, il lui dit, il informe tout simplement. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, le PCH va lui répondre, va lui donner 2 réponses. Ces réponses-là, vous aurez le slip S3 et le slip S4. Le slip S4 et le slip S3. Pour d'autres, ça va également avec le slip S5. Donc, on a tout ça, ça dépend des fabricants. Donc, elle va lui envoyer ces 2 messages capitaux pour lui dire, ok, j'ai compris, il faut me démarrer la carte mère, démarrer les différents blocs converteurs, lance le processus de démarrage. Une fois que l'IOS
Y compris cela, l'iOS va envoyer à son tour un message. Vous voyez, elle envoie un message au niveau d'où? Regardez, au niveau du PS On. Elle va envoyer, elle va venir là, se connecter à ce niveau-ci. Elle va envoyer ce signal à ce niveau. Qu'est-ce que le signal qu'elle va envoyer? Elle va ramener la tension-ci. La tension de 3 volts qui est ici à 0 volts. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Elle va ramener cette tension à 0 volts. Et là, à cet instant, l'alimentation, la boîte d'alimentation va se mettre en marche. Et toutes les tensions vont donc sortir. Plus 3 volts, plus 5 volts, 12 volts, tout cela va sortir. Une fois que toutes les tensions vont sortir, nous aurons le gris, le fil gris, qui va envoyer le Power Good. Le Power Good. Ce Power Good là est connu sous le nom de Power OK. Le Power OK. Donc, elle va envoyer ce signal là, le Power Good, qui est le PS, hein, le Power OK. Le Power OK. Donc, vous aurez ce signal qui sera envoyé juste pour informer tous les autres composants qui auront besoin de cette information. Plusieurs de ces composants auront besoin de cette information que l'alimentation, il y a toutes les tensions sont présentes. Ça va donc aller comme ça à plusieurs endroits. Ce Power Good va entrer dans plusieurs endroits pour leur signifier que tout est bon au niveau de l'alimentation, de les tensions de la boîte d'alimentation, que tout est OK. Et le ventilateur va commencer à tourner. Et puis, il y aura déjà des tensions. C'était les premières tensions sur la carte mère. Et il y aura encore tout un autre système qui va se mettre en place pour qu'on ait le démarrage complet de la carte mère, les amis. Et là, il y a encore plusieurs séquences qui vont se mettre en place pour qu'on ait la carte mère complètement démarrée. Donc, on a plusieurs départements, les amis. Donc, je vous montre un peu ça. On a plusieurs départements sur ces cartes mères-là. Vous devez comprendre. Vous devez le comprendre. Laissez-moi prendre mon bic là. Mon bic. C'est qui m'a échappé. Laissez-moi prendre ça, s'il vous plaît. Un instant. D'accord, j'ai pris. Ok, merci pour votre patience. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vous montre un peu de manière globale un peu comment les choses fonctionnent. Donc là, je vous montre un peu. Donc, sur ces cartes mères, on a plusieurs choses. Nous avons un premier niveau, qui est le niveau des tensions de veille. Premier niveau, tension de veille. Les tensions de veille doivent être présentes. 3 volts, 5 volts. 5 volts standby, qui est la tension du fil violet. Nous avons 3 volts, qui est la tension du fil vert. Les deux tensions doivent être présentes. C'est-à-dire, dès que tu connectes l'alimentation, tu branches, tu allumes. Tu n'allumes pas, tu branches. Tu branches juste le câble d'alimentation sur la boîte d'alimentation. Ces tensions-ci doivent être présentes. Une fois que ces tensions sont présentes, après, on aura un autre niveau important, toujours pour le démarrage et l'affichage même de la carte mère. Nous aurons la production des autres tensions. Donc, une fois que toutes les tensions vont être démarrées, on aura la production des autres tensions. Et évidemment, pour que ces autres tensions-là se démarrent, il y a évidemment une certaine communication qui doit avoir lieu.
il doit avoir un certain échange qui doit avoir lieu entre l'IOS et le PCH pour que une partie de cette tension-là ne se déclenche, c'est les tensions de l'alimentation. Maintenant, il y aura encore toute une autre série de tensions qui doivent se lancer. Ça, c'est les tensions, la position des tensions de la boîte d'alimentation, de la boîte ATX, la boîte d'alimentation ATX, bien le SMPS. Donc, elle va donc se lancer. On aura après cela un autre secteur de conversion des tensions ou de production d'autres tensions encore. Nous aurons les tensions de 1.8 volts, 1.5 volts, 1.1 volts, 1.05 volts, vous voyez un peu, 1 volt à peu près, ainsi de suite. Donc il y a toute une série de tensions qui doivent encore sortir. On évolue. Nous aurons également un autre département très important, le département des power goods. Ce département également est important, les amis. Sans cela, la carte mère ne peut pas démarrer. Il suffit qu'il y ait un power good qui n'est pas présent, c'est bon, tout va s'arrêter. Et ça, c'est une question de millisecondes. Vous pouvez même ne pas vous rendre compte que c'est arrivé à tel niveau. Parce que peut-être pour vous, croyez que ça met des heures avant de se démarrer. Nous aurons également un autre département important, le département des clocks. Le département des clocks, je vous ai dit ça, je vous ai parlé des clocks. Je vous ai dit que ces clocks-là, on a le clock generator qui est présent sur ces cartes mères. Et qui envoie comme ça des fréquences partout sur la carte mère. Il envoie des fréquences au processeur, il envoie des fréquences à la RAM, il envoie des fréquences au PCH, il envoie des fréquences à plusieurs composants. Je vous cite juste quelques exemples. Le clock generator envoie des fréquences à la RAM. Les fréquences qu'il envoie à la RAM, on a plusieurs paires. On a au moins 12 paires de fréquences qu'il envoie à la RAM. Donc en fait 4 paires, on peut dire comme ça, donc 12 fréquences. Donc 4 paires qu'il envoie à la RAM, c'est-à-dire au niveau de ces RAM-là. Bon, ça dépend du nombre de slots de RAM qu'on a. Donc s'il y a 4 RAM, 4 slots de RAM, ça va être 12 paires. Ça va être 4 paires de fréquences. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est-à-dire 3 paires de fréquences par slot. Il envoie également des fréquences, une paire de fréquences au niveau du processeur. Donc, et les fréquences qui vont même arriver au niveau de la RAM, ça dépendra. Ces fréquences-là vont passer parfois par d'autres composants. C'est-à-dire, par exemple, si le processeur, c'est lui qui réinitialise. Si le processeur réinitialise, par exemple, la RAM, c'est que dans ce cas, c'est le processeur, il va donc passer par le processeur, lui envoyer des fréquences et le processeur va envoyer des fréquences à la RAM également pour permettre que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Voilà un peu comment les choses avancent. La fréquence qu'il va envoyer au niveau du processeur sera de 200 MHz à peu près. Quelque chose autour de ça. Et ça dépend des fabricants des cartes mères, évidemment. Donc, il va envoyer également des fréquences au niveau du North Bridge, de la carte graphique. Il va envoyer des fréquences à ce niveau-là, à peu près dans les 100 MHz comme ça. Il va envoyer plusieurs fréquences au niveau de la carte graphique. Ce ne sera pas seulement 100 MHz. On aura également 14 MHz et d'autres fréquences. Il va envoyer également des fréquences au niveau du PCH, du SAT Bridge. Il va lui envoyer également des fréquences au niveau des USB, de la gestion des USB. Et dans l'ordre de 48 en tout cas à peu près 48 MHz qui seront envoyés à ce niveau-là. Et également le PCH va envoyer également des fréquences à d'autres composants, les PCI Express, PCI simple. Il va envoyer des fréquences à ce niveau-là, 33 MHz et d'autres fréquences qui seront envoyées. Dès qu'il y a un problème au niveau du clock, comme je vous le dis, tout va s'arrêter. Je dis tout s'arrête là. S'il y a un seul niveau ici qui a problème, tout s'arrête. Donc comme je vous le disais,
on a plusieurs départements. Donc là, c'était l'un des départements. Mais il y a d'autres départements. Donc ça, c'est après le département des cloques. Un autre département important, c'est le département du reset. Bon, je crois que le reset, on peut même le mettre avant les cloques. Oui, on peut le mettre avant les cloques. Oui, il vient avant. Donc, on a le département des resets. Bon, là, donc, celui-ci vient avant. Celui-ci vient avant. Donc, ça vient là. Et celui-ci vient ici. Donc, le reset vient avant les cloques. Puisque le reset se place un peu avant. Bon, tout cela, c'est en termes de millisecondes. Donc, ça va rapidement. On a le reset qui est important. Et parfois, d'autres se font un peu en mélange, quoi. C'est-à-dire, on reset, on met le clock, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le département des resets, on a plusieurs resets. Je vous ai expliqué. C'est-à-dire, ici, nous avons déjà le cas je vous explique. Bon, revenons d'abord même sur au niveau du département des Power Goods. Au niveau du département des Power Goods, nous avons plusieurs choses qui s'effectuent. Donc, nous avons, premièrement, la boîte d'alimentation qui va envoyer son Power Good à l'iOS et également au niveau des clocks. Elle va envoyer son Power Good à ce niveau-là. Nous avons l'iOS qui va réinitialiser. Nous aurons également tous les buck converters, en fait, tous ces puces-là qui vont envoyer leur Power Good soit à d'autres puces et d'autres régulateurs, soit au niveau de l'iOS. Ouais, le département de Power Good est important. Nous avons d'autres puces qui vont envoyer leur Power Good à d'autres puces, comme la puce du processeur qui attend le VR on pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être activé. Voilà. Nous avons le département donc des clocks, comme je le disais tantôt, et je vous ai expliqué tout à l'heure les différentes fréquences qui vont être émises un peu partout. Nous avons le département des resets. Les resets également sont importants, sont les réinitialisations. Comme je vous ai expliqué, l'iOS réinitialise le SaltBridge. Alors je vous montre ça un peu à côté là. Nous avons l'iOS qui réinitialise quoi? Le SaltBridge qui est le PCH. Le PCH réinitialise quoi? Le processeur, le CPU. Ça dépend des générations comme je vous ai dit là. Le CPU à son tour réinitialise quoi? La RAM. Vous voyez? Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et nous avons comme ça plusieurs réinitialisations entre plusieurs puces et plusieurs composants. Donc c'est un peu comme ça. Donc nous avons dans le reset, nous avons un autre élément vraiment très important, toujours sur ces cartes mères là, le département du BIOS. Dont la puce BIOS est très très capitale. Il y a une très grande communication entre la puce BIOS. On a deux puces BIOS et parfois c'est une qui se partage. Donc la puce BIOS du PCH, la puce BIOS de l'iOS, et communique avec ses composants pour le démarrage et pour l'affichage. Et après ça, nous aurons le poste. Juste avant, il y a le poste. Et après le poste, nous avons le poste qui est effectué toujours par la puce BIOS. Et après le poste, nous aurons le département de l'affichage. Le département de l'affichage. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a plein de départements qui doivent être parcourus. Et chaque département ici, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous devez connaître ça, les amis. Sans cela, vous ne pouvez vraiment rien dépanner sur les cartes mères de desktop. Sinon, faire des petits dépannages. Les vrais, vous ne le ferez pas. Donc, vous avez donc plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, au niveau du poste, comme je vous ai dit là, au niveau du poste là, la puce BIOS va envoyer le message, soit au travers peut-être des bips, soit au travers des signaux lumineux. Au niveau des signaux lumineux, donc ici sur la carte mère, cette carte mère, vous avez le buzzer. Vous avez ce buzzer, donc vous voyez là. Voilà le buzzer. Bon, je vais vous montrer au niveau du microscope pour que vous puissiez mieux voir. Laissez-moi vous montrer ça rapidement. Que vous puissiez mieux voir. Donc, je vous montre ça. Donc là, je vais un peu vous montrer le buzzer. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui,
Quand vous avez une carte mère, faites l'effort d'acheter une carte mère qui a toujours cela. Ça peut vous aider. Parce que déjà à votre niveau, vous pouvez déjà identifier le problème. Ça, c'est, vous voyez, c'est le buzzer. C'est un peu comme le micro, le baffle, pardon. Un baffle interne, le petit baffle de la carte mère. À l'aide de ça, vous allez entendre les bips. Parfois, quand vous entendez les bips là, ça vient de ceci. C'est ici que ce son-là sort. C'est le buzzer. Donc, il peut envoyer 2 bips ou un bip court, un bip long et 3 bips courts, ou bien un bip long carrément. Et en fonction du nombre de bips et tout, vous allez vous référer à la marque et tout et ce qu'ils ont prévu par rapport à ça. Et vous aurez la signification du problème qu'il peut avoir sur votre carte. Ça peut être un problème au niveau de la RAM, ça peut être un problème au niveau d'un échec au niveau du BIOS, ça peut être un problème au niveau du processeur. Tout cela vous sera indiqué dans le document du fabricant. Donc, vous voyez, avoir cet élément, c'est très important. Le buzzer. Donc, si vous ne saviez pas à quoi ça sert, donc sachez-le dès aujourd'hui. Le buzzer vous permet d'avoir un message directement sonore. Un message sonore. Donc, au niveau du poste, là, ça va envoyer un message sonore ou un message lumineux. Et vous devez interpréter ce message. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Et vous terminerez avec le département de l'affichage. Et là, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors, les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes, de liker la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo, je vous en prie. Cela nous ferait bien plaisir de voir cela. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, je ne me lasserai de le dire. Regardez, contactez-nous tout simplement au niveau de ce numéro que vous voyez là, le numéro WhatsApp. Ces deux numéros ont WhatsApp. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro. À ce numéro, nous allons vous donner d'amples informations concernant notre programme de formation, notre démarche de formation et comment nous faisons pour parvenir à vous aider à distance à pouvoir être des as dans le domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui à ce niveau-ci. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas fini concernant les laptops. Nous allons encore produire des vidéos sur les laptops, sur les desktops également. Mais sachez que c'est juste des petites indications, les amis. Si vous voulez vous former, si vous voulez vraiment maîtriser, formez-vous. Formez-vous et nous sommes prêts pour vous aider dans ce sens-là. Nous avons plus de 150 vidéos à mettre à votre disposition, des vidéos détaillées. Et nous avons également les groupes par lesquels nous allons vous suivre. Nous avons les lives que nous organisons tous les week-ends pour pouvoir mieux vous expliquer les cours. Et nous sommes à votre disposition à tout moment pour vous aider dans les cas que vous rencontrez des cartes mères gâtées à votre niveau. On va vous aider pour dépanner. Et vous allez avancer et vous serez des as dans ce domaine. Alors les amis, on va se dire au revoir et à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.